Moi, Baba Mal, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis Amani TV. C'est la télé du continent africain. Suivez Amani comme moi. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne Amani TV et partenaires pour votre émission spéciale panafricanisme. Je suis Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Dans le cadre de notre série, nous avons décidé de revenir sur le rôle joué par les femmes dans l'histoire de ce vaste mouvement de libération des peuples d'Afrique et de la diaspora. Nous avons vu dans les précédents épisodes les parcours de quelques-unes de ces grandes figures comme Myriam Makeba, comme Awa Keïta, comme André Blouin. Et nous avons aussi vu la manière dont les femmes ont été les premières résistantes contre la domination esclavagiste et colonialiste. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux femmes qui ont joué un rôle important et essentiel dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. En effet, les États-Unis constituent aujourd'hui un exemple assez particulier de l'histoire du panafricanisme. C'est dans ce territoire que se sont constitués très tôt un certain nombre de mouvements de résistance et de mouvements abolitionnistes. Ils ont été portés par des figures comme Phyllis Wheatley, qui était présentée comme la première femme poétesse de l'histoire des États-Unis, aussi par d'autres militantes dont on a déjà pu parler, comme Sojourner Truth et Harriet Tubman, qui a notamment contribué à libérer un nombre incalculable d'esclavagisés du sud des États-Unis en les menant vers le nord à travers le chemin de fer clandestin. À partir du début du XXe siècle, le combat mené par les Noirs aux États-Unis va prendre une autre dimension. En effet, en 1896, il y a une loi de ségrégation qui est mise en place et qui institue en fait une séparation radicale entre les Noirs et les Blancs dans tous les domaines de la vie publique. C'est par rapport à cette situation que les Noirs américains vont très rapidement s'organiser, créer leurs propres universités, leurs propres écoles, leurs propres réseaux. Et dans ce contexte-là, ce sont notamment des femmes éducatrices et pédagogues qui vont jouer un rôle très important. Parmi elles, nous pouvons citer Ida Barnett Wells ou alors Mary Church Terrell, qui vont également, dès le début du XXe siècle, s'engager dans ce qu'on appelle les campagnes anti-lynchage. En effet, il était fréquent à l'époque, dans le sud des États-Unis, de voir des meutes de population blanche s'en prendre à des Noirs, les massacrer et les pendre à des arbres, comme le chantait la chanteuse Billie Holiday, et ensuite brûler les corps des malheureux. Et donc ces campagnes anti-lynchage qui sont organisées dans le sud des États-Unis dans les années 1920-1930 donnent, je dirais, aux populations noires du sud des États-Unis les moyens de résister, les moyens de combattre ce système ségrégationniste qui est incarné à l'époque par le Ku Klux Klan et par d'autres organisations suprémacistes blanches qui ont leurs entrées à la Maison-Blanche. Ces militantes et pédagogues, éducatrices, donc Ida B. Wells et Mary Church Terrell, vont également former beaucoup d'autres femmes qui vont elles aussi entrer en mission pour porter des mouvements de libération du sud des États-Unis. Ainsi, dans la génération suivante, nous verrons apparaître des militantes et des activistes engagés sur la question des droits civiques. Parmi elles, nous pouvons citer deux importantes qui ont joué un rôle stratégique. Ce sont donc Ella Baker qui va être à l'initiative à la fin des années 1950 de la plupart des sit-ins organisés par les Noirs américains dans le sud des États-Unis. Donc les sit-ins, ce sont des formes de manifestation où, en tant que Noir, on vient s'asseoir au comptoir d'un café ou dans un restaurant et on exige d'être servi en disant qu'on ne quittera les lieux que quand on aura été servi. Donc généralement la situation dégénère et les Noirs se font molester, se font virer des lieux. Et donc ça rentre dans une stratégie de résistance passive.
Et dans le même temps, Ella Baker, qui est à l'origine donc de ce mouvement des sit-ins avec d'autres personnes, un mouvement débuté à Greensboro en Caroline du Nord, va aussi être l'une des figures qui va impulser le mouvement du Black Power. Elle sera notamment à l'origine de la création du fameux Student Nonviolent Coordinating Committee, le comité de coordination non violent des étudiants, dans lequel des figures comme Stokely Carmichael, alias Kwame Touré, viendront également se former avant de se radicaliser par la suite. Donc Ella Baker est une figure très importante qui avait des paroles significatives. Elle disait que des peuples forts n'ont pas besoin de leaders forts, et qu'il fallait penser le pouvoir de la communauté au niveau de la base. Et donc dans sa manière de gérer les différentes organisations dans lesquelles elle a évolué, elle avait une approche très liée justement à sa condition de femme, qui fait que nous sommes dans des sociétés noires américaines ou caribéennes, où la femme est un peu ce qu'on appelle le potomitan, c'est-à-dire l'élément central qui fait tenir toutes les choses debout. Et donc Ella Baker est un peu dans cette tradition des femmes qui sont au centre finalement des interactions. Son alter ego s'appelle Fannie Lou Hamer. Fannie Lou Hamer avait coutume de dire qu'elle en avait assez d'être fatiguée, qu'elle était fatiguée d'être fatiguée, et qu'il était nécessaire pour les Noirs américains de se lever pour revendiquer leurs droits. Et donc Fannie Lou Hamer, elle est une fille de métayer, originaire du Mississippi, et ce qui va être un déclic dans son parcours, c'est un jour où elle sera arrêtée et battue dans un restaurant pour avoir voulu y manger. Elle va alors s'engager, notamment dans l'État particulièrement raciste du Mississippi, pour faire en sorte que la ségrégation soit combattue, soit abolie, et que les lynchages et les formes de racisme puissent être également combattus par l'éducation, mais aussi par l'organisation. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle va notamment créer le Parti démocrate de la liberté du Mississippi. Alors ces deux activistes, Ella Baker et Fannie Lou Hamer, vont jouer un rôle très important pour de nombreuses figures de la lutte pour les droits civiques, que cela soit Martin Luther King, Malcolm X ou encore Medgar Evers. Mais la figure qui va incarner, je dirais, le mouvement pour les droits civiques, la figure féminine qui va vraiment marquer le début de cette campagne en 1955, s'appelle effectivement Rosa Parks. Rosa Parks, en 1955, le 1er décembre 1955, lorsqu'elle décide de refuser de descendre d'un bus et de céder en tout cas sa place à un homme blanc qui exigeait qu'elle aille s'asseoir à l'arrière du bus, comme l'exigeaient à l'époque les coutumes, ou qu'elle descende du bus, va refuser de se lever. Par conséquent, elle sera arrêtée, emmenée au commissariat. Ses empreintes seront prises et on a une photo célèbre qui la montre en train d'être inculpée. Rosa Parks, à l'époque, est une femme de 42 ans. C'est une femme tout à fait respectable, une travailleuse. Et dans le cadre de la campagne du mouvement pour les droits civiques, elle représente le profil parfait pour montrer justement l'injustice de cette loi. Il faut savoir que précédemment, il y avait déjà eu une jeune femme qui s'était fait arrêter dans les mêmes circonstances, mais que les organisateurs du mouvement pour les droits civiques, qui sont principalement des hommes, n'avaient pas jugé le cas intéressant et pertinent pour en faire l'icône de ce combat-là. Parce que c'était une jeune femme mineure et enceinte à l'époque. Alors que Rosa Parks, elle, est vraiment une femme travailleuse qui incarne, je dirais, ce modèle, quelque part, d'intégration américaine. Et donc, à partir du 1er décembre, c'est un boycott des transports de la société de bus de Montgomery qui va conduire, au bout de plusieurs centaines de jours, à l'abolition de la ségrégation dans ces transports de la ville de Montgomery. Alors la figure qui va principalement mener cette campagne se nomme Martin Luther King. Il ne l'a pas menée seul, puisqu'il était accompagné de son épouse Coretta Scott King. Et donc après l'assassinat de Martin Luther King en 1968, c'est Coretta Scott King qui va reprendre
le combat, qui va mener la bataille pour pour arracher, je dirais, la réalité des droits civiques obtenus au nom de la loi. Et elle va également créer à Atlanta, donc dans le sud des États-Unis, dans l'État de Géorgie, un centre, le centre Martin Luther King Jr., pour le changement social non violent à Atlanta. C'est dans ce contexte-là qu'elle va former, en tout cas que son centre va former, de très nombreux militants qui ensuite apparaîtront dans les années 80-90. Dans le même cas de figure, on peut également citer évidemment l'engagement de Betty Shabazz, donc aux côtés de son époux Malcolm X, qui sera lui aussi assassiné en 1965, et Betty Shabazz reprendra également l'engagement de son époux, et les 6 filles de Malcolm X auront aussi toutes un engagement dans le cadre de la défense de la communauté noire américaine. Donc toutes ces figures jouent vraiment un rôle, je dirais, très important. Il y en a une qui va aussi se dégager du paysage à cette époque-là. Son nom est Shirley Chisholm. Shirley Chisholm est la première femme noire qui va être élue au Congrès. En effet, entre la fin des années 60 et le début des années 70, il y a tout un ensemble de lois qui sont votées, les lois sur les droits civiques, les lois autour des questions de citoyenneté, les lois pour le droit de vote, qui vont amener de plus en plus de Noirs à être élus à des postes de responsabilité, à la tête de certaines moyennes et grandes villes, sur des postes de représentants. Et dans le cas de Shirley Chisholm, elle sera tout simplement la première femme noire élue au Congrès. Et en 1972, elle va d'ailleurs aussi être la première femme noire à briguer l'investiture d'un des 2 grands partis aux États-Unis, le Parti démocrate. Donc ce sont des éléments, je dirais, qui sont très importants parce qu'ils permettent, je dirais, de nuancer le parcours de certaines figures aujourd'hui et surtout de les inscrire dans une historicité, dans une généalogie de résistance. D'ailleurs, dans ce cadre-là, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les sœurs Venus et Serena Williams, ce qu'elles représentent justement dans le tennis mondial et dans le sport mondial, et aussi, je dirais, en tant que figures noires qui ont réussi dans des sports jugés élitistes, dans des sports considérés comme étant réservés à une élite. Or, dès les années 1950-1960, nous avions déjà des grandes stars noires américaines. On peut citer le cas de Athea Gibson, qui, bien avant Arthur Ashe pour les hommes, donc bien avant Venus et Serena Williams, remporte à la fin des années 50 plusieurs tournois du Grand Chelem. Elle remporte notamment le tournoi de Roland Garros, l'US Open et bien d'autres tournois. Et après sa carrière de joueuse de tennis, Athea Gibson se tournera vers le golf et donc terminera notamment 27e golfeuse mondiale. Donc on voit bien qu'il y a déjà des figures qui sont déjà des modèles de réussite. On pourrait également citer Wilma Rudolph, qui est la première femme noire à rafler 3 médailles d'or lors des Jeux Olympiques de Rome en 1960. Donc on connaît Jesse Owens, il est aussi important de connaître Wilma Rudolph, qui à l'époque était présentée comme la femme la plus rapide du monde. Donc là aussi, ce sont des éléments qui sont assez intéressants et de montrer que dès cette époque-là, on avait des figures, des modèles de référence. On pourrait aussi citer évidemment l'une des mathématiciennes de la NASA, dont le destin a été mis en scène dans le film sur les femmes d'exception, Katherine Johnson, dont les travaux scientifiques ont permis notamment d'envoyer le premier Américain dans l'espace. On pourrait citer Marianne Anderson, qui a été l'une des premières grandes contralto à l'opéra, donc une femme noire, Catherine Dunham pour la danse, bref, tout un ensemble, je dirais, de figures noires américaines qui, au-delà d'incarner des modèles de réussite, vont généralement aussi avoir un engagement militant à côté. Sur cet engagement militant, il a été manifeste sur des figures comme Maya Angelou, donc une grande écrivaine et poétesse noire américaine, qui, fin des années 50, début des années 60, va retourner s'installer en Afrique, notamment au Ghana, à Accra, et qui accueillera au Ghana
Malcolm X lorsque ce dernier fera une tournée au Ghana de Kwame Nkrumah. On peut également citer Nina Simone, donc grande chanteuse, qui va connaître une crise à travers justement la production de sa musique, le fait de jouer en tant qu'artiste noir dans des salles où votre propre public est interdit d'entrer, va l'amener, je dirais, à opérer une forme de révolution, à la fois dans son style musical, mais également dans son discours qui devient de plus en plus radical, de plus en plus contestataire, et qui l'amène aussi à faire régulièrement des séjours sur le continent africain. Donc toutes ces figures s'inscrivent, et il y en aurait beaucoup d'autres que j'aurais pu citer, s'inscrivent vraiment dans une histoire des luttes afro-américaines au tournant des années 50-60, en parallèle à ce qui se passe sur le continent africain, avec également, je dirais, des enjeux locaux et aussi des polarisations. Ces polarisations se font notamment autour de l'un des plus importants mouvements de cette époque-là, le mouvement du Black Power, donc le mouvement de la puissance noire, du pouvoir noir, qui va être aussi porté politiquement par le parti des Black Panthers. Donc c'est un parti politique d'inspiration plutôt marxiste qui vise en fait à réaliser une véritable révolution sociale à partir de la condition noire aux États-Unis et qui intègre justement la condition des femmes noires dans cet ensemble lié, je dirais, à la domination capitaliste blanche. Plusieurs femmes joueront un rôle très important dans l'histoire du mouvement des Black Panthers, comme notamment Kathleen Cleaver, comme Erica Huggins, qui dirigera donc à un moment le mouvement, ou comme Ellen Brown, qui sera également une figure très importante du mouvement des Black Panthers, avant que ce mouvement ne soit détruit par le programme du FBI, le programme du COINTELPRO. Deux femmes, je dirais, traversent également les années 70 de manière un peu parallèle et très intéressante. La première est Angela Davis. Angela Davis qui a un parcours un peu particulier, elle est envoyée donc durant sa jeunesse et durant ses études en France, notamment à l'université de la Sorbonne, où elle étudie la philosophie française, le marxisme, l'existentialisme. Elle est sensibilisée à la question coloniale via la guerre d'Algérie, donc elle comprend vraiment cette question coloniale, et ensuite elle s'engage dans les mouvances communistes. Lorsqu'elle revient aux États-Unis, elle va également se rapprocher effectivement du mouvement des Black Panthers, et elle va être très proche d'un militant qui s'appelait George Jackson. Et George Jackson va se faire arrêter et emprisonné dans le cadre donc, de son activisme. Et en août 1970, le petit frère de George Jackson, qui s'appelle Jonathan Jackson, qui à l'époque n'a que 17 ans, va attaquer le tribunal dans lequel son frère George Jackson était en train d'être jugé, et il va s'ensuivre une prise d'otage, puis une fusillade. Lors de cette fusillade, Jonathan Jackson va être tué, un jury également sera tué, et plusieurs membres également seront tués. L'enquête du FBI va démontrer que l'arme de Jonathan Jackson avait été en fait enregistrée, achetée par Angela Von Davis. Et donc va débuter une traque pour capturer Angela Davis. Elle sera arrêtée en octobre 1970. Il y aura un vaste procès, une vaste mobilisation internationale autour de son cas, et elle sera libérée en 1972. À partir de là, elle va s'engager sur différentes questions, notamment la question du système d'incarcération aux États-Unis, qui reprend en fait le modèle esclavagiste de l'époque. Entre-temps, durant son séjour en prison, sa détention, George Jackson, qui était son compagnon, va être tué dans la prison dans laquelle il se trouvait. Et donc il y a tout un livre qui parle justement de cette expérience, donc les Soledad Brothers, qui est très intéressant pour comprendre aussi les enjeux liés à l'intime dans le cadre justement de ces combats militants, puisque nous parlons d'hommes et de femmes qui ont des relations sociales, qui ont des relations sentimentales et qui constituent aussi des familles. Toutes les figures que j'ai nommées
ont été mères, sœurs, épouses, filles, cousines, et devaient également inclure dans leur engagement la question familiale. La deuxième figure, et sur laquelle je conclurai, que je voudrais porter à la connaissance de tout un chacun, est Assata Shakur. Assata Shakur est une militante née en juillet 1947 qui va être membre du Black Panthers Party et surtout de l'armée de libération noire, la Black Liberation Army. Et dans le cadre de ce mouvement beaucoup plus activiste et radical, elle va être recherchée à partir de 1971 pour un certain nombre de délits ou de crimes qui lui sont imputés. Elle va être finalement arrêtée en 1973 dans le cadre d'une fusillade. Et lors de cette fusillade-là, elle sera gravement blessée par balle, par arme à feu. Et le policier ainsi que le compagnon d'Assata, Zaïd Shakur, vont être mortellement touchés. Et donc Assata Shakur va être inculpée, détenue et donc accusée du meurtre et du policier et de son propre compagnon. Donc vous voyez quelque part la violence de ce système-là. Ce que Assata Shakur va faire, c'est que durant son séjour en détention, elle va vraiment travailler sa résistance mentale. Elle en parlera plus tard dans son autobiographie. Et en novembre 1979, elle va s'évader du pénitencier dans lequel elle était retenue. Elle va se rendre à Cuba en 1984, où elle obtiendra le statut de réfugiée politique. Et Assata Shakur est aujourd'hui l'une des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Donc lorsque les États-Unis et Cuba avaient tenté un premier rapprochement, le cas de Assata Shakur s'était posé parce que les États-Unis réclament toujours l'extradition et la capture de cette femme-là. Donc on voit un peu à travers les figures noires américaines qui se sont engagées dans les 3 premiers quarts du XXe siècle, à la fois des trajectoires militantes et activistes, mais aussi des trajectoires familiales, et enfin, je dirais, des notions du rôle essentiel que les femmes doivent jouer dans la résistance et la libération de nos communautés, et également dans l'élaboration, évidemment, de projets politiques visant à plus de justice, plus d'égalité, plus de respect et plus de dignité pour tout un chacun. Donc c'était spécial panafricanisme, consacré donc à quelques-unes de ces femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire noire américaine. J'espère que vous avez pris note d'un certain nombre de figures, de noms de ces figures, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission spéciale panafricanisme. Bonne soirée.